Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire que nous avons intitulé Accompagner les jeunes dans leur orientation. Bienvenue à tous. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de participants connectés. Nous allons commencer. Déjà, je vais commencer par nous présenter le temps que tout le monde arrive. Bonjour à tous. Donc, nous sommes. Moi, je suis Lucie, chargée de communication chez jeuxvideo.gouv.fr. Et Sarah, je te laisse te présenter. Et moi, je suis Sarah Godin. Je suis bénévole à l'entraide scolaire amicale, donc responsable d'antenne du 11e arrondissement et membre du conseil d'administration de l'association. Très bien. Alors, du coup, je vais vous donner quelques petits éléments techniques, d'ordre technique avant de commencer vraiment ce webinaire. Pendant tout le webinaire, donc vous êtes en tant que participant, comme vous pouvez le voir, vous n'avez ni caméra ni micro, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de vous entendre. Donc, vous avez plusieurs éléments. Vous avez le chat où je vois que déjà beaucoup de personnes nous ont dit bonjour. Donc, voilà, vous pouvez nous écrire, poser vos questions, etc. Vous avez un onglet questions dédié aux questions que vous avez tout au long du webinaire. Peut-être qu'on en prendra une ou deux au long du webinaire, mais sinon, on a prévu un temps à la fin de questions-réponses. Donc ça, pas de souci, vous pouvez poser vos questions là-dessus. Et enfin, une partie sondage qu'on va vous soumettre au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on commence par le tout premier sondage qui est est-ce que vous nous entendez bien? Donc, le sondage vient de partir. Donc, normalement, je pense que tout va bien parce que tout le monde nous a dit bonjour. Il y a Sophie dans le chat qui est de jeveuxaider.gouv.fr si vous suivez jeveuxaider.gouv.fr, c'est elle qui envoie les petits mails avec des idées de mission. Donc, elle est aussi dans le chat pour voilà, vous répondre si vous avez des questions au fur et à mesure aussi. Donc, voilà pour les éléments techniques. Je pense qu'on peut avancer. Et donc, avant de commencer ce webinaire, on aimerait bien savoir si vous connaissez du coup jeuxvideo.gouv.fr et si vous connaissez Entraide scolaire amicale, parce que comme ça, on peut savoir à qui on a affaire. Donc, c'est parti. Donc, on voit qu'il y a pas mal de gens qui connaissent jeuxvideo.gouv.fr. Donc, il y a beaucoup de oui, bien sûr. Donc, c'est top. Et entraide scolaire amicale, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent encore. Donc, on a une Ça tombe grande bien. majorité de non pas encore. C'est le but du webinaire, donc top. Sarah va vous présenter tout ça, donc c'est top. Au programme de ce webinaire, donc on va vous présenter qui nous sommes. Donc moi, je vais vous présenter jeuxvideo.gouv.fr, la plateforme publique du bénévolat, et Sarah, l'entraide scolaire amicale, l'association. Nous allons ensuite échanger sur le sujet de l'accompagnement des jeunes dans leur orientation. Donc voilà, on va parler de soutien scolaire, d'accompagnement, on va parler d'égalité des chances, on va parler de plein de choses. Donc ça va être hyper intéressant. Ensuite, on va vous détailler les missions bénévoles qu'il y a donc dans l'association Entraide scolaire amicale, si vous voulez vous engager. Et ensuite, on aura la chance d'avoir 2 témoignages bénévoles. Donc, d'un côté, on aura Claire qui est mentor avec l'ESA. Et l'ESA, donc c'est bien l'entraide scolaire amicale, mais on le dira tout au long du webinaire, vous allez voir, on va dire ESA. Et il y aura aussi Merna qui est du coup mentorée avec l'ESA. Et donc, voilà, on aura la chance de leur poser des petites questions et ça va être hyper intéressant. Et à la fin, on prendra vos questions, donc à la suite. Donc, je pense qu'on peut commencer. Si vous êtes tous prêts, là, on a presque 50 personnes, donc c'est top. Donc, bienvenue à tous. Et donc, je vais commencer par vous présenter de manière assez succincte la plateforme jeuxaider.gouv.fr pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'on avait quelques-uns qui ne connaissaient pas la plateforme, donc on va en profiter. Donc, la plateforme jeuxaider.gouv.fr, c'est la plateforme publique du bénévolat qui met en relation les bénévoles qui cherchent à s'engager et les associations ou des organisations qui ont besoin de bénévoles. Donc voilà, l'idée c'est que c'est un peu comme le bon coin du bénévolat. C'est en fait vous cherchez, vous voulez être bénévole et vous l'êtes pas encore ou vous l'êtes déjà et vous cherchez une association ou une mission. Vous pouvez du coup filtrer sur le site en fonction de vos disponibilités, en fonction de votre localisation. Si vous voulez le faire depuis votre canapé, oui, on peut faire du bénévolat depuis son canapé ou du coup près de chez soi en se déplaçant. Donc voilà, tout est sur la plateforme du bénévolat.
Et donc, en quelques chiffres, très, très rapidement, il y a déjà 460 000 inscrits sur cette plateforme. Il y a plus de 11 000 organisations qui sont inscrites, donc c'est énorme. Et il y a plus de 15 000 missions disponibles partout en France. Vraiment, on est sur tout le territoire et aussi bien, comme je vous disais, en ligne, donc des missions de bénévolat que vous pouvez faire en ligne ou sur place, pas loin de chez vous. Et donc, le chiffre qu'on retient, c'est qu'il y a 500 personnes qui se passent à l'action chaque jour, qui proposent leur aide, du coup, sur la plateforme. Du coup, c'est top. Voilà, petit mot aussi pour vous dire que vous pouvez trouver votre mission et dans tous les domaines d'action. Donc, on a plein de domaines d'action différents, l'éducation, la solidarité, l'art et la culture, la santé. Et donc, voilà, l'idée, c'est que se lancer bénévolement, on va en parler tout au long du webinaire, ça vous permet de faire des rencontres, de développer vos compétences, de soutenir un projet qui vous tient à cœur et qui a du sens pour vous. Donc, voilà, on pourrait parler du bénévolat pendant longtemps, mais on va en parler tout ce webinaire, donc je vais passer assez vite. Et je voulais juste vous dire un petit mot sur la campagne de mobilisation qui s'appelle Septembre pour apprendre, qui est en ce moment, qui dure tout le mois de septembre. Donc là, on est le 21 septembre, on avance bien dans cette campagne. Et cette campagne, c'est quoi? L'idée, c'est de rendre l'éducation accessible à tous et de, en fait, sensibiliser le plus grand nombre aux inégalités éducatives et à comment, en tant que bénévole, on peut s'engager dans les missions autour de l'éducation. Donc, ça peut être du mentorat, du soutien scolaire. Ça peut être aussi des missions bénévoles pour lutter contre pour les personnes qui sont loin du numérique. Ça peut être voilà, tout type ou aider les personnes dans l'accès à l'emploi. Donc peut-être que Sophie vous mettra un petit lien pour en savoir plus, pour trouver toutes ces missions qui sont liées du coup à Septembre pour apprendre. Et elle vient de le faire, donc c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur cette belle campagne. Et donc c'est dans le cadre de cette campagne, Septembre pour apprendre, qu'on a le plaisir d'avoir des partenaires dont Entraide scolaire amicale. Et c'est pour ça qu'on organise ce webinaire, pour parler plus particulièrement du soutien scolaire avec Sarah, du coup, et c'est pour ça que je lui laisse la parole pour qu'elle présente l'association. Alors, l'entraide scolaire amicale. Ah, il y a eu un petit... Ouais. Donc, l'entraide scolaire amicale, c'est une association qui est présente partout en France. Donc, ça, c'est très important, que vous soyez à Paris, à Nantes ou à Bordeaux. Vous pouvez devenir bénévole de l'association. Donc, je vais donner quelques chiffres pour que vous voyez que c'est plus normal de ne pas connaître l'entraide scolaire amicale. Aujourd'hui, on accompagne donc 4500 enfants partout sur le territoire. Et donc, on accompagne des primaires, des collégiens, des lycéens. On accompagne du CP à la terminale. Et comme vous pouvez le voir aussi, on a un profil de bénévoles très varié, avec une majorité d'actifs, des retraités et des étudiants. Donc, on a quelques lycéens qui sont engagés dès le plus jeune âge. L'association, elle a été créée en 1968 et elle a pris une ampleur assez importante, je dirais, depuis les années 2010, puis 2012, 2014, etc., puisque c'est là que l'association a été reconnue d'utilité publique. Et donc, par là, elle est de plus en plus visible. On est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et on fait partie du collectif Mentorat, qui est un collectif, on est membre fondateur du collectif Mentorat, qui est un collectif qui regroupe plusieurs associations qui aident la jeunesse au sens très large sur des volets assez différents, que ce soit l'éducation, l'ouverture à la culture, parfois l'insertion pour les premiers emplois. Mais toujours est-il que donc l'entraide scolaire amicale fait partie de ces associations fondatrices. Et donc, nos bénévoles sont très engagés. J'insiste d'emblée là-dessus, puisque nous, ce qu'on cherche en fait avec le bénévolat, c'est de créer des relations de longue durée, pérennes, entre nos bénévoles qui se rendent chaque semaine au domicile des enfants, donc une fois par semaine, heure pendant laquelle ils vont échanger sur en général l'école, mais on verra, ce n'est pas le seul pilier de l'entraide scolaire amicale. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'engagement de nos bénévoles, il est très visible, puisque en moyenne, plus de 50% des binômes vont rester ensemble pendant plus de 2 ans.
Donc, ça veut dire que pendant plus de 2 ans, un bénévole va pouvoir suivre un même enfant, créer un lien et un lien de confiance, puisque on pourra en reparler, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important, cette relation durable qui va permettre à l'enfant de progresser, de prendre confiance sur le terrain scolaire, mais pas que. Donc, j'insiste sur le terrain scolaire, mais pas que, parce qu'en effet, on considère que l'entraide scolaire amicale a 3 piliers fondateurs. Donc, le premier, c'est évidemment d'accompagner l'enfant dans sa scolarité. Les enfants que nous suivons, ce sont des enfants qui sont évidemment en difficulté scolaire, mais aussi qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés. Et c'est pourquoi la dimension scolaire, c'est une porte d'entrée pour créer un contact, pour essayer de prendre conscience des difficultés qu'ont ces enfants. Mais l'idée, c'est aussi de faire ce qu'on peut appeler des actions d'ouverture au monde, c'est-à-dire comment dirais-je, d'amener l'enfant de susciter la curiosité de l'enfant vers des champs qu'il connaît moins, que ça soit parfois c'est des choses assez simples, ça peut lui montrer sa ville, lui montrer l'amener dans une bibliothèque, enfin voilà, c'est pas forcément d'aller au théâtre toutes les semaines avec l'enfant qu'on suit, mais c'est lui donner une ouverture vers une culture qu'il n'a pas facilement chez lui. Et il y a un troisième volet qui est le fait d'aider les parents à s'impliquer dans la scolarité de leur enfant. Parce que souvent, ce n'est pas que les parents ne veulent pas s'impliquer, mais c'est que c'est très difficile pour eux de comprendre les attentes de l'école. Souvent, le bénévole va expliciter les attentes de l'école. Ce qui va être important et ce qu'on encourage fortement à l'entraide scolaire amicale, c'est que les bénévoles prennent contact avec les professeurs, bien sûr avec la famille, et donc par là qu'ils fassent un peu une médiation ou parfois un travail de traduction sur les attentes précises de l'école, et puis que tout le monde finalement puisse venir en aide aux difficultés de l'enfant. L'idée, c'est vraiment, l'objectif, c'est pas d'accompagner un enfant du CP à la terminale. C'est vraiment pas ça, c'est au plus vite de lui donner les bases, de lui donner l'autonomie nécessaire à ce qu'au plus vite, il n'ait plus besoin de son mentor. Voilà pour une première description de l'ESA. Super clair, merci Sarah. Trop bien. Et écoute, je pense qu'on peut rentrer, plonger dans notre sujet, accompagner les jeunes dans leur orientation. Donc, comme vous l'avez compris, on va donc parler aujourd'hui d'aide scolaire, un peu de mentorat, en effet, parce que c'est lié. Et on va parler du coup de ce que fait l'entraide scolaire amicale depuis 50 ans maintenant, vous l'avez compris, ça fait quand même un moment. Mais juste avant de commencer nos échanges du coup avec Sarah sur ce sujet, on a une petite question pour vous dans le chat. Est-ce que en un mot, vous pouvez nous écrire, en un mot, ce que ça vous inspire le soutien scolaire, pour que ça fasse une petite introduction à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à écrire pour dire un peu des mots comme ça sur le soutien scolaire. Donc, je vois que Sophie a déjà commencé à écrire. Donc, on a accompagnement, on a entraide, 2 fois accompagnement. Donc, en effet, c'est un mot important. Orientation, orienter, professionnalisme, accompagnement vers la réussite, accompagnement réussite, partage, le soutien, l'encouragement, le soutien qui revient. Donc, on voit que c'est quand même, le soutien scolaire, bienveillance aussi. Le côté bienveillance, c'est quelque chose qui va aider, qui va accompagner. Le mot accompagnement est bien revenu. La valorisation, ça va vite, il y a beaucoup de monde. Écouter et répondre aux questions, des cours particuliers, l'avenir. C'est top, c'est hyper chouette. Merci beaucoup pour tous vos retours. Et c'est ça. En fait, on voulait commencer par rentrer dans le soutien scolaire en vous définissant du coup le soutien scolaire. Mais en fait, vous avez presque tout dit, donc c'est top. Selon le Larousse, le soutien scolaire, c'est donc un accompagnement. Donc, c'est le premier mot que beaucoup ont dit. Donc, c'est exactement ça, qui est personnalisé par un ou plusieurs enseignants. Donc, c'est écrit comme ça dans le Larousse, mais c'est évidemment fait par des bénévoles aussi. C'est ce que l'entraide scolaire amicale fait, dont un élève peut bénéficier lorsqu'il présente des difficultés d'apprentissage dans un domaine précis ou de manière générale sur sa scolarité. Et ça se fait soit au sein d'un établissement scolaire,
soit à domicile, et ça, on en reparlera, Sarah, peut-être pour préciser ça. Mais en tout cas, au moins, on a un peu la vision globale de ce qu'est du coup le soutien scolaire. Donc, top. Du coup, on a une deuxième question pour vous. Avant de poser la question à Sarah, donc, il y a eu une réforme du bac récemment et qui devait permettre aux lycéens de ne plus être enfermés dans des voies qui les limiteraient à la montée, à l'utilisation du numérique. Et ça leur permettrait, du coup, ça leur permettait d'avoir un accès plus facile aux informations sur l'orientation. Et donc, on pourrait croire qu'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver sa voie, que tout le monde a le choix et la possibilité de se renseigner sur son orientation. Et du coup, la question que j'ai pour vous dans le chat et sous forme de sondage, c'est est-ce que vous pensez que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans de choisir sa voie scolaire? Est-ce que selon vous, c'est intéressant d'avoir vos retours avant que Sarah nous donne sa vision avec l'entraide scolaire amicale. Donc, il y a plutôt des noms. Je ne sais pas si Sarah, tu vois aussi, j'imagine, les réponses. Oui, il y a plus de je crois que non et de non. Il y a un peu de je crois que oui. C'est assez, bon, alors peut-être qu'il y a 20 ans, ce n'était pas facile déjà. On peut peut-être dire ça. Peut-être juste préciser que là, on parle évidemment de l'orientation au sens, au lycée. Mais quand même, il faut aussi se dire qu'il y a des élèves, des enfants qui vont être confrontés à cette question avant. Des élèves en grande difficulté qui, dès la fin du primaire, en fait, vont être orientés en SECPA ou alors qui vont être orientés au cours du collège vers une troisième professionnelle. Donc, la question de l'orientation, en fait, elle n'intervient pas uniquement à partir de la seconde ou avant. Donc, je partage un peu l'avis de l'audience. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec cette réforme pour les enfants, enfin pour les lycéens, de choisir. C'est l'idée que les parcours soient à la carte aujourd'hui, finalement, ça amène les lycéens à chercher, à devoir trouver par eux-mêmes comment construire ce parcours. Et là, finalement, on se rend compte qu'il y a une très grande inégalité entre ceux qui vont pouvoir bénéficier d'une aide chez eux, qui vont pouvoir bénéficier du réseau de leurs parents, de tout un tas d'avantages qui vont être assez compliqués pour des élèves. Voilà, donc l'information, elle est compliquée et elle n'est pas facilement accessible. Donc, je pense que vraiment là-dessus, c'est un choix qui n'est pas simple. Et donc, ce que propose l'entraide scolaire amicale, c'est évidemment avec les bénévoles, d'inciter les bénévoles à parler le plus tôt possible de ces sujets, même si les bénévoles trouvent parfois ça aussi très compliqué. Mais l'idée, c'est quand même de débroussailler un peu le sujet. Et puis, l'entraide scolaire amicale a localement des partenariats avec des centres d'orientation. Et l'idée, ça va être vraiment que le bénévole explique, ou prennent le temps de suivre l'élève dans cette démarche individualisée, personnalisée, où on va vraiment prendre en compte on va écouter en fait le lycéen et on ne va pas lui imposer un choix. Pour autant, les lycéens ont déjà beaucoup de préjugés, en particulier quand il s'agit de parler des filières technologiques, des filières professionnelles. Et donc là-dessus, je pense que le bénévole, il doit aussi trouver le bon discours, c'est-à-dire essayer de briser un peu les préjugés que peuvent avoir les lycéens qu'on suit. Et en même temps, l'amener à se poser la question de ce qu'il veut faire. Et puis, je pense aussi que c'est très important que dans ces moments-là, le bénévole puisse apporter sa propre expérience. Finalement, entre les études qu'on a menées ou les bacs qu'on a fait en terminale et puis les études même qu'on a fait en post-bac, parfois, on a un peu fait un pas de côté. Et donc, c'est aussi l'idée de dire qu'aucun choix n'est définitif et qu'il y a des passerelles quand même. Super intéressant. Et l'idée, c'est en effet, j'imagine que le bénévole, il ne se positionne pas ou il dit pas tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais plus voici la palette de ce qui s'ouvre à toi par rapport à ce que tu aimes et des choses comme ça, en fait. Ou qu'il puisse mettre à disposition parfois aussi son réseau, ses propres amis. Il y a plein, en fait, qui lui apportent les ressources qui vont pouvoir l'éclairer et qu'il peut difficilement avoir par lui-même.
Ok, top. Donc du coup, ça nous amène à un autre sujet parce que hormis ces problématiques de lisibilité des différents parcours et des choses que voilà, enfin de l'orientation en général, on voit qu'il y a une espèce de hiérarchie qui tend à perdurer entre les différentes filières, les différents métiers. Il y a d'un côté les études longues, les professions intellectuelles, tout ça, ça paraît un peu plus valorisé et c'est un peu ça au détriment des filières pro. Enfin, ça, je dis quelque chose qui est c'est assez global en France, quoi. Et donc, du coup, j'ai une nouvelle petite question pour les participants. Est-ce que vous pensez que les filières manuelles ont mauvaise réputation? Je vous lance le petit sondage. Donc, on va regarder. N'hésitez pas à répondre pour voir. Est-ce que vous pensez que les filières manuelles ont mauvaise réputation? Il y a plus de oui, en effet. Je crois que oui, oui, bien sûr. Donc voilà, ça nous amène du coup à cette question. Vous, à l'ESA, comment vous faites pour aider les jeunes à s'orienter et à démêler tout ça dès la troisième? Enfin, j'imagine que c'est dès la troisième. Oui, enfin, parfois c'est avant, encore une fois, les troisièmes pros, les questions interviennent avant. Je pense que l'idée, c'est vraiment de rassurer d'abord les familles, parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que même les familles qui sont, je dirais, assez loin des institutions scolaires, elles ont déjà des a priori. Enfin, je veux dire, c'est pas que les élèves, quoi. C'est vraiment les familles qui ont des préjugés très négatifs sur ces filières. Et qui, mais parce qu'aussi, parfois les institutions n'ont pas présenté correctement ces filières, quoi. Donc, comme on l'a toujours présenté ça comme une voie de secours, finalement, elle ne voit pas non plus les possibilités d'épanouissement dans ces filières. Donc, finalement, je pense que là, comment l'entraide scolaire amicale peut intervenir, je dirais que le premier moyen, c'est la communication. Et avec le lycéen qui le suivent. Et puis, encore une fois, j'insiste sur les relations de longue durée. Et en fait, ça va permettre de créer un réel lien de confiance qui va être vraiment à la fois, évidemment, le bénévole et le lycéen, mais aussi sa famille. C'est-à-dire, l'idée, ça va être que la parole circule entre les trois et d'essayer de distinguer ce qui révèle d'une espèce de hiérarchie qui n'a pas lieu d'être, de réelles motivations, de réelles envies en termes d'études, en termes de voilà, mais l'idée de simplement dire ça, de toute façon, je regarde même pas, parce qu'en fait, souvent c'est ça, c'est qu'ils ne se penchent même pas, alors qu'en fait, quand on écoute beaucoup de lycéens, souvent qui ont des difficultés, en fait, ils en ont marre d'être assis toute la journée à écrire, quoi, alors que des formations plus manuelles, plus dynamique, leur conviendrait davantage. Donc là-dessus, il faut écouter vraiment l'élève et considérer aussi que c'est un temps long, quoi. L'idée, c'est pas de commencer à aborder ces sujets en seconde, mais d'anticiper et dès la quatrième, dès la troisième, commencer déjà à se poser, à réfléchir à ce sujet. Ok, très bien. Et il paraît, Sarah, tu l'as dit un peu au début, que ça commence même dès la primaire, qu'on peut faire des accompagnements et du mentorat dès la primaire. Alors, moi, perso, je l'ai appris, personnellement. Et du coup, petite question pour vous qui nous regardez. Est-ce que vous saviez que le mentorat, ça commençait dès la primaire? Donc, moi, je réponds non, du coup. Mais je ne sais pas si tout le monde était dans mon cas. Donc, il y a quand même une petite majorité de non. J'ai l'impression que ça tend à être moitié-moitié, mais ouais, une Moi, majorité de non. ce qui me rassure, c'est que je vois personne répondre oui, mais je ne vois pas l'intérêt. Ouais. C'est plutôt ça qui me rassure. Après, Sinon, je peux l'expliquer. voilà, l'idée c'est que tu l'expliques, mais du coup, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus de pourquoi l'ESA commence des suivis dès la primaire? Oui, donc en fait, le suivi en primaire, donc c'est amusant parce que toi, tu trouves ça finalement tôt, mais moi, je te dis que c'est peut-être parfois déjà trop tard. Ah ouais. Parce qu'en fait, en CP, il y a tout un tas d'acquis qui sont déjà, à des, comment dirais-je, chaque enfant a déjà un niveau très différent. Si je prends juste un exemple, entre 7 et 10 ans, un enfant, il apprend en moyenne 1000 mots par an. Donc en fait, l'enfant qui chez lui ne va pas parler français,
Eh ben, voilà, c'est bon, il a déjà 3000, j'exagère, hein, mais j'exagère volontairement, mais il a une richesse infinie de parler, bien sûr, une autre langue à la maison, ça c'est évident. Mais en français, déjà, en fait, il y a déjà des lacunes importantes. En fait, le CP, c'est le début des notes. C'est aussi simple que ça. C'est là, alors c'est des couleurs, c'est des lettres, c'est ce qu'on veut. Mais en fait, les parents, en général, commencent à prendre conscience à ce moment-là de « Ah tiens, là, il y a un problème. Tiens, là, finalement, il est en dessous des attentes ou il est, alors, je sais pas, assez bien ou peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on commence à mesurer. Et donc, finalement, comme une partie des enfants qu'on suit sont adressés par les parents directement, eh ben, le fait qu'il y ait cette sonnette d'alarme chez les parents, c'est ce qui va faire qu'on va être appelé. Mais donc, l'idée aussi en primaire, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de savoirs qui vont être consolidés. Et donc, j'ai parlé du vocabulaire, mais j'ai parlé aussi de l'écriture. Le passage à l'écrit, il est aussi très discriminant entre des enfants qui vont être très stimulés dans leur environnement familial et puis des enfants pour qui ça va être plus compliqué. Donc, l'idée, encore une fois, c'est pas d'accompagner du CP à la terminale, mais c'est de se dire plus on intervient tôt, plus rapidement on consolide les bases et moins longtemps on aura à intervenir. Super intéressant. Donc, cette histoire de socle, c'est-à-dire partir dès le début. Voilà, si on commence à voir, est-ce que c'est dès qu'on commence à avoir des petites lacunes dès le CP, on fait appel à un accompagnant ou alors c'est vraiment accompagné dès le début sans qu'il y ait forcément de lacunes? Alors, nous, l'idée, c'est qu'on accompagne aujourd'hui les enfants qui sont déjà en difficulté. D'accord. Ouais. Donc, en fait, on a beaucoup la plupart des enfants qu'on accompagne sont, on est contacté par des assistantes sociales, par certains professeurs aussi qui nous ont très bien identifiés. Donc, on intervient dans des milieux défavorisés dans lesquels les enfants sont en difficulté. Malheureusement, on manque énormément de bénévoles. Donc, peut-être qu'un jour, on aura le luxe de pouvoir aider tous les enfants qui auraient besoin de ce petit coup de pouce additionnel. Mais aujourd'hui, on aide principalement, et j'ai envie de dire presque exclusivement, les enfants qui sont repérés comme étant déjà en difficulté dès le CP. Ok, top. Et alors, du coup, maintenant, on va passer à un autre élément hyper important dans l'accompagnement qui est la famille. Donc, tu en as parlé quand tu as présenté l'entraide scolaire amicale, mais est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu plus en détail en quoi la famille, c'est vraiment un pilier et il y a une relation très forte avec le bénévole? Oui, tout à fait. Donc, en fait, la spécificité de l'association, il y a plein d'associations qui font de l'aide aux devoirs, de l'aide scolaire, du soutien scolaire. Une des spécificités de l'association, c'est vraiment le fait que le bénévole intervienne au domicile. Donc, ça crée en effet une relation de proximité. Et moi, c'est ça que je trouve formidable dans cette association, c'est qu'en fait, quand on va chez un enfant, et ben en fait, on se rend compte de son environnement. On se rend compte qu'en fait, ah tiens, en fait, il n'y a pas de bureau dans cet appartement. Donc, en fait, il travaille sur la table basse. Et ben, comment on fait? Comment on s'adapte? Et c'est des choses c'est très bête, mais on arrive dans un appartement et on dit, en fait, quand on va travailler, on va éteindre la télé. Et ça, en fait, c'est pas grand-chose, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'aller en bibliothèque. Et voilà, en bibliothèque, on chuchote, on fait ci, on fait ça. Et là, le fait d'intervenir dans l'environnement dans lequel évolue l'enfant, je trouve que ça permet aux bénévoles de se rendre compte de la réalité. Si un élève qu'on suit a 5 ou 6 frères et sœurs, comment on fait pour expliquer à la famille que quand il fait ses devoirs, il faut au maximum qu'il soit au calme, au maximum. Et donc, en fait, ça permet l'idée, c'est pas du tout d'arriver avec une série de règles et de dire à partir de maintenant, on fait comme ça chez vous. Mais c'est plutôt d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui est possible compte tenu du fait, si la famille habite dans un petit appartement et qu'ils sont nombreux, tout n'est pas possible non plus. Mais l'idée, c'est de dire comment on peut faire pour que tout se passe au mieux. Et donc, en fait, après, l'idée, c'est aussi, comme je l'ai dit depuis le début, vraiment de créer cette relation de proximité avec les parents et avec l'enfant. Et je parlais tout à l'heure du fait on incite beaucoup les bénévoles à accompagner les parents, par exemple, dans les rendez-vous avec les professeurs. Le but, c'est à aucun moment qu'ils substituent les parents. Là-dessus, c'est vraiment totalement contre-productif. Au plus on écarte les parents de la scolarité, au plus on met en difficulté l'élève. Mais c'est au contraire de leur montrer
voilà, qu'il ne faut pas avoir peur, parce que souvent, quand même, il faut le dire, ce n'est pas des moments marrants pour les parents d'aller voir les professeurs. Ils savent très bien qu'on va leur dire que leur enfant il est en difficulté, que ça progresse mais pas assez, ou parfois que ça ne progresse pas. Donc, c'est vraiment l'idée de les accompagner et de leur redonner justement leur place et bien de se mettre en médiateur et d'avoir cette juste distance qui va permettre, là encore, d'établir une confiance forte et à terme, de faciliter les progrès, en fait. C'est vraiment ça, je pense, l'élément clé. Ok, top, super clair. Donc, la famille, hyper important dans l'accompagnement, en tout cas chez l'entraide scolaire amicale. Et puis, donc, dernier sujet, avant de laisser la parole, ça va être hyper intéressant à une bénévole et une mentorée qui sont là, normalement, qui attendent qu'on leur donne la parole. Un autre sujet, c'est quand on veut se lancer en tant que bénévole, souvent on se dit, mais moi, je m'y connais pas, je ne saurais pas trop comment faire, etc. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que voilà, est-ce qu'on a tous des choses à transmettre? Est-ce que n'importe qui peut devenir bénévole chez l'entraide scolaire amicale? Je spoile pas mon avis. Ah oui. Du coup, voilà, ton avis est affiché. Bon, alors, je suis convaincue que tout le monde a des choses à transmettre et surtout, j'espère que chacun est convaincu qu'il a des choses à transmettre. Mais c'est vrai que la question de la légitimité, elle intervient très souvent. Parfois, on me dit, mais moi, je ne suis pas prof. Moi, je n'ai pas eu d'enfant. Moi, franchement, je n'étais pas si bon que ça à l'école. Donc, en fait, on a toujours une bonne excuse pour penser qu'on n'est pas la bonne personne pour aider un enfant au sens très large, du coup, de la primaire à la terminale. Alors, peut-être que tout le monde ne peut pas aider un terminal, peut-être que tout le monde n'a pas envie non plus d'aider un primaire, mais en tout cas, chacun, à un moment, à une étape, a forcément quelque chose à transmettre. Et je pense que les questionnements que se posent les bénévoles, ils sont vraiment normaux. Et en fait, moi, je trouve qu'ils renforcent notre légitimité. C'est-à-dire, en fait, c'est parce que vous n'êtes pas prof qu'on veut que vous veniez. C'est parce que vous avez autre chose, un autre regard, une autre expérience. Enfin, je trouve que c'est toujours un super argument, en fait, quand on présente un bénévole à un élève, de lui dire, en fait, c'est pas un prof. Donc, en fait, la relation que tu vas avoir avec ton mentor, elle est très spécifique. Alors, c'est parfois un peu un grand frère, parfois comme un grand oncle, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que cette relation, elle est à construire et elle est super intéressante. Et j'insiste vraiment des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du côté du bénévole, mais aussi du côté de l'élève qui va pouvoir avoir un soutien dans son parcours. Et je pense aussi qu'on sous-estime ce qu'on entend par transmettre. Transmettre, c'est pas je vais lui apprendre à savoir faire des dissertations de philosophie. C'est pas ça. C'est aussi ça. Mais c'est vraiment pas que ça. Quand je disais tout à l'heure, quand on travaille, on éteint la télé. En fait, c'est quand même une super transmission que d'expliquer ça à un élève. Quand on dit, eh ben, en fait, tu vois, là, je suis en retard, je vais être en retard et que je le préviens par SMS l'élève à qui je donne cours, mais en fait, je suis en train de lui transmettre quelque chose. Je suis en train de lui dire, en fait, quand on est en retard, déjà, on a le droit d'être en retard, mais quand on est en retard, on prévient. Et en fait, il y a plein je sais pas comment dire, des codes, parfois aussi un peu implicites, qu'on va transmettre à l'enfant qu'on suit et qui sont vraiment d'une valeur que les bénévoles sous-estiment vraiment. Donc, bien sûr, tout le monde a quelque chose à transmettre et surtout, ils ont beaucoup à vous transmettre. Les enfants que vous allez aider ont beaucoup à vous transmettre. C'est vraiment ça que moi, je voudrais dire et souligner. Ouais, c'est dans les deux sens. Mais oui, du coup, c'est vraiment dans l'idée que c'est des choses intangibles qui sont parfois, qui nous paraissent normales en fait, mais le fait de le faire et de le montrer de manière pas forcément, peut-être de manière inconsciente, bah en fait, c'est ça qui est déjà aussi de la transmission. Et bah écoute, trop bien, Sarah. Enfin, je pense que, je trouvais ça super intéressant. Donc maintenant, on va peut-être rentrer plus vraiment dans le concret. Donc, ah oui, non, j'avais une petite question avant. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Est-ce qu'on vous a pas perdu? Est-ce que tout va bien? Voilà, on fait vu qu'on est arrivé à la moitié du webinaire. Donc, on a pas mal de oui, c'est top et ça va. Hâte d'entendre les témoignages. Donc, on va y passer. Donc, trop bien. Alors, le petit logo qui a sauté malheureusement, mais on va parler de juste mission bénévole. Je voulais juste refaire un
enfin, vous expliquez qu'en fait, du coup, la collaboration qu'on a avec l'entraide scolaire amicale, c'est que toutes les missions qui sont proposées vraiment partout en France, parce que l'entraide scolaire amicale est vraiment présente partout sur le territoire. En fait, toutes ces missions sont sur du coup jeveuxaider.gouv.fr et elles sont toutes présentées de la même manière. Avec du coup, on présente la mission, on explique, on montre, l'association montre combien de bénévoles sont recherchés aussi par région, etc. Et en fait aussi, donc il y a des précisions sur vraiment concrètement ce qui est demandé de faire dans cette mission. Donc tu nous as déjà dit pas mal de choses, Sarah, mais c'est vrai que je voulais juste insister sur le fait que toutes les missions sont différentes. Donc, une mission de soutien scolaire dans 3 associations pourra être totalement différente. Et en tout cas, je voulais juste que tu réinsistes, Sarah, sur l'accompagnement précis en termes d'heures, de durée, en tout cas chez l'entraide scolaire amicale. Oui, alors donc je réinsiste sur la nécessité de l'engagement. Donc nous, ce qu'on demande aux bénévoles qui nous rejoignent, c'est de s'engager sur une année scolaire. Parce qu'on considère, enfin moi je dis souvent, on n'est pas des pompiers, donc on n'est pas là pour essayer d'éteindre le feu ou d'aider pour un contrôle à une échéance proche. L'idée c'est vraiment de créer ce lien et pour ça on pense qu'une année scolaire c'est une bonne première étape. Ce qu'on cherche aussi, c'est des bénévoles qui vont être disponibles toutes les semaines. Ce qu'on dit aussi, c'est que c'est 1 heure, une fois par semaine, en sachant que bien sûr, un CP, si on fait 40 minutes, parfois ça peut être bien. Et puis à l'inverse, un lycéen, on peut déborder un peu, mais là-dessus, c'est vraiment il faut adapter en fonction des contraintes de chaque bénévole et puis de la disponibilité de chaque mentoré. L'idée, c'est évidemment de faire les choses en bonne intelligence. Donc, évidemment, le bénévole a le droit de partir en vacances. Je le dis parce que parfois, on me demande. Et il a le droit de partir en vacances aussi hors des périodes de vacances scolaires. Donc, vraiment, voilà, c'est sûr que si vous êtes absent 3 semaines par mois, ça sert, c'est compliqué. Et c'est probablement dans une autre association que vous trouverez le bon format. Mais si vous partez en dehors des vacances scolaires, il n'y a pas de problème, quoi. Et en fait, ce qu'on dit, nous, en général, aux familles, c'est que l'accompagnement s'arrête pendant les vacances scolaires. La réalité du terrain, c'est que chaque bénévole a ses contraintes et parfois, si la famille ne part pas en vacances, ce qui est généralement le cas, il va continuer pendant les vacances et puis plus tard, il prendra ses vacances et ça marche super bien comme ça. Ok, top. Et j'ajoute juste un petit point. Comme l'accompagnement a lieu chez les familles, finalement, c'est tout à fait possible d'accompagner le week-end. C'est tout à fait possible d'accompagner, évidemment, en fin de journée. Alors, évidemment, on respecte les horaires de vie de la famille, mais ça donne là-dessus, à l'inverse, beaucoup de souplesse, quoi. Ouais, c'est en fait quelque chose qu'on décide au début de l'accompagnement, j'imagine, entre les agendas du bénévole et de la famille. Exactement. Et l'idée, en fait, c'est de créer cette régularité parce que, voilà, ça permet aussi d'être sur un rythme. L'enfant a compris que tel soir, il a son bénévole qui vient. Mais bien sûr, là-dessus, tout le monde est flexible et tout le monde veut que ça se passe bien. Donc, Ok, top. Et j'en profite pour préciser que, en effet, toutes les associations ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des modes pompiers, des associations qui font ce type de suivi très ponctuel. Il y a des associations qui font du mentorat plus en ligne, des choses comme ça. Donc, ce qui est bien avec Je vais aider, sans vouloir vous faire la promotion, mais en tout cas, c'est que ça s'adapte aussi à vous. C'est-à-dire que si, par exemple, l'entraide scolaire amicale vous semble peut-être trop demandeuse de temps, il y a peut-être d'autres associations qui vous correspondent, quoi. Mais en tout cas, au moins, vous savez, en vous engageant avec l'entraide scolaire amicale, ce qui vous attend. Donc maintenant, on va passer au témoignage. Et du coup, je vais demander d'abord à Claire si elle est là. Normalement, oui. Si elle veut bien, du coup, cliquer sur monter sur scène. C'est comme ça que ça s'appelle sur l'outil. Et arriver. Donc voilà, c'est magique. Elle est là. Super. Bonjour Claire. Bonjour tout le monde. Bonjour, parfait, on t'entend super bien. Enfin, en tout cas, moi, je t'entends super bien. Je ne sais pas si... Dites-nous si vous entendez bien Claire. Écoute, Claire, je te laisse déjà te présenter, si ça te va. Oui, merci.
Donc, je m'appelle Claire, je suis belge, j'habite Paris depuis 12 ans, complètement amoureuse de cette ville que je parcours essentiellement à vélo. Et sinon, je suis avocate en droit immobilier. Et, Et tu et es j'ai... Oui. bénévole à l'ESA, du coup, depuis combien de temps? Alors, ça fait 2 ans que je suis bénévole. Je suis le même élève, donc il a aujourd'hui 17 ans. Il avait 15 ans à l'époque. Ah oui, donc ça fait ouais, un petit moment que tu le suis. Ok. Top. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de t'engager bénévolement? C'était quoi tes raisons? Mais en fait, j'étais déjà bénévole plus jeune, il y a longtemps, en Belgique. Je faisais de l'affichage dans ma commune pour Child Focus, c'est l'organisme qui s'occupe des disparitions d'enfants. Et je trouve en fait important de s'impliquer dans son environnement, d'aider à, euh, en fait, de s'engager en fait pour moi dans la communauté en fait, d'être un peu plus Ok. Dans ouvert, la. voilà c'est ça, être ouvert au monde extérieur, à ses voisins en fait, à des gens qui sont finalement très proches de chez nous. Et moi en plus j'aime beaucoup les enfants, j'aime les jeunes, je n'en ai pas et j'ai un rapport assez facile avec eux. Donc voilà, je trouvais intéressant de s'engager. En plus, comme Sarah le disait, comme c'est une association enfin, on aide les jeunes qui sont près de chez nous, puisque en tout cas pour l'antenne du 11e, c'est les enfants du 11e qui sont aidés. Et donc, ça apporte une certaine souplesse, une facilité d'organisation, parce qu'il n'y a pas un très long déplacement de notre part. C'est déjà un engagement, c'est quand même toutes les semaines qu'on voit l'enfant. Donc voilà, si on peut s'occuper d'un jeune qui est pas très très loin de chez nous, finalement, c'est aussi facile, enfin plus facile en tout cas de s'organiser. Et en tout cas, pour moi, il y a une certaine souplesse, d'autant que le jeune dont je m'occupe a maintenant 17 ans et on peut s'organiser aussi en fonction de mes horaires, de mes aléas de mon planning, des audiences, etc. Donc, très concrètement, c'est assez facile de s'organiser. Et voilà, moi, je trouve que c'est important oui, de s'engager, enfin, d'être un peu ouvert au monde extérieur. Et on a tendance à être parfois tous dans le guidon, à penser tous un peu trop à soi. Et voilà, je trouve que le monde se porte un peu mieux si on était tous un peu plus, se porterait un peu mieux si on était tous un peu plus solidaires. Voilà. Super intéressant, trop cool ton témoignage. Est-ce que tu peux nous dire du coup sur quoi tu l'accompagnes, enfin tes missions, enfin, la mission précise c'est du soutien scolaire j'imagine, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Est-ce que tu fais d'autres choses que du soutien scolaire? Est-ce Oui, que tu peux alors nous raconter? évidemment, ça va dépendre du profil de l'enfant. Moi, assez vite, j'ai constaté qu'il avait également des problèmes au niveau de l'organisation. Tout simplement, les cahiers qui sont un peu désordonnés, il y a des feuilles volantes. Je lui ai assez vite expliqué. Bon, après, c'est vrai que je suis quelqu'un d'organisé, mais j'essaye aussi de transmettre ça. Évidemment, chaque bénévole apporte un peu ce qui est spécifique chez lui et ce qu'il préfère aussi. C'est normal, je pense. Et donc, voilà, moi, j'ai attiré son attention là-dessus en lui disant, bah, il faudrait que tu t'organises bien, c'est du temps perdu. Si tu perds des notes, c'est dommage. Tu as bien noté au cours et après, tu perds des feuilles. Tu vas gagner du temps parce qu'en fin d'année, au moment des examens, tu vas perdre du temps à essayer de retrouver tes papiers. Donc voilà, ça ne va pas être seulement du soutien ou de l'aide aux devoirs. Ça peut être aussi, oui, à s'organiser parce que voilà, il doit concilier, en l'occurrence, le jeune dont je m'occupe, il a une activité sportive et il n'arrivait pas trop à s'organiser. Donc, je lui disais, ben, essaye d'évaluer ton temps de trajet, tu vas être combien de temps chez toi, le devoir, il met combien de temps. Enfin, voilà, ça va être assez concret et on essaie de donner des clés au quotidien, mais ça ne va pas être seulement sur la matière, ça va seulement être des maths, du français, mais aussi de façon générale, la communication, l'organisation. Et, et donc, moi, je l'aide sur cette chose-là et j'essaye aussi, à nouveau, vu son âge et son profil, de faire des activités avec lui. Donc, à peu près tous les 6 mois, on a été au cinéma, je l'ai emmené à l'Atelier des Lumières, c'est à côté de chez lui, il n'y avait jamais été, il était passé je ne sais combien de fois devant. Voilà, c'est sympa aussi de temps en temps de faire une autre activité, de parler peut-être d'autre chose, ou enfin, il me parle de ce qu'il veut, mais voilà, moi, en l'occurrence, j'ai l'impression d'être une espèce de marraine
par rapport à lui, je remplace pas les parents, je remplace pas l'école, mais c'est vraiment, j'accompagne au quotidien. S'il a besoin, il sait que je suis joignable. Il sait, en tout cas, j'espère qu'il sait que s'il a un problème ou quelque chose, il peut me contacter. Il y a une relation de confiance qui se crée aussi, puisque ça fait 2 ans que je le suis. Voilà, il sait que je suis là pour lui, il sait que je vais pas être contente quand il fait des fautes d'orthographe horribles par message. Donc, il se fait taper sur les doigts, mais voilà, il y a un rapport sympa qui s'instaure et c'est important que ce soit aussi un peu ludique et sympa, qu'on passe un moment. Mais voilà, ça va dépendre évidemment de l'âge et des difficultés de l'enfant. Ok, trop bien, super intéressant. Et du coup, autre petite question. Alors déjà, j'ai une question, enfin, il y a une question que je vois apparaître là. Quel retour tu as de la personne que tu mentors avant de te demander toi ce que t'aimes et ce qui te, est-ce qu'il te Un bon dit, retour, il me demande ouais, parce qu'il veut ouais. pas me lâcher. Non, parce que la question s'était posée là, bon, il lui reste 2 années avant le bac. Et bon, ça se passe bien. Maman, je me disais, est-ce que vraiment tu as encore besoin de moi? Et en fait, oui, parce que déjà, ça lui met un cadre. Lui, la difficulté, c'est qu'ils sont 5 enfants. C'est l'aîné. On lui demande beaucoup de garder ses petits frères, ses petites sœurs. Et vraiment, ça lui met une régularité. C'est ça qui est aussi important, c'est d'être régulier en fait. Je le vois toutes les semaines, 1 heure et demie généralement. Bon, pas toutes les semaines, mais parfois ça arrive qu'on n'y arrive pas. Mais voilà, on essaie, ça c'est régulier et il y a des bons retours. Je suis les notes. Il sait que je suis connectée à Pronote de façon intensive. Mais voilà, non, il y a des bons retours. Lui, on en parle. Enfin, moi, je fais des points réguliers avec lui, hein, savoir ce qu'il attend de moi. En tout cas, j'ai Ouais, l'impression que ça se passe bien. qui te fasse un feedback, quoi, que toi tu Oui, saches où, voilà, exactement, comment exactement. lui Et je lui dis, sent. et Ouais. j'essaie de le responsabiliser aussi, puisque vu son âge maintenant, il a 17 ans. Moi, je lui ai dit, cette année, il faut que tu me dises, est-ce que tu as réfléchi aussi à ce qu'il veut faire plus tard, parce qu'il ne sait pas encore. Je lui donne un peu les clés. Je lui dis, il y a des salons d'étudiants, il y a des choses Ouais. à faire. Après, grâce à l'ESA, on a aussi, nous-mêmes, on n'est pas lâchés dans la nature parce qu'il y a des formations pour les mentors. Donc, on peut suivre des formations. Et c'est vrai que moi, en plus, comme je suis belge, donc j'ai une spécificité un peu, Ouais. je peux être un peu perdue par rapport au système scolaire français. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a des formations données par l'ESA et régulièrement aussi de façon moins formelle, on fait des verres entre bénévoles. Et je sais donc que je peux poser des questions si je suis coincée sur un sujet ou si j'ai peur de rater un délai par rapport à une échéance importante. Voilà, on peut en parler entre nous. Et donc ça c'est important aussi. Ok, top. Merci Claire. J'ai des petites questions en réserve, mais je vois que l'heure tourne et je vais aussi laisser la parole à Myrna. Mais en tout cas, trop bien. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Claire ou pour Sarah même, ou pour les deux. Et du coup, je te reposerai des questions, Claire. Donc, reste ici. Et donc, en attendant, j'appelle Myrna si elle peut se connecter, enfin se monter sur scène, le fameux monter sur scène, si elle est là. Je ne sais pas si je l'ai vue. Peut-être qu'elle n'est pas là. Si elle est là, alors du coup, je peux même inviter à participer. Du coup, donc Myrna est mentorée, donc ça va être hyper intéressant d'avoir aussi le penchant, du coup, d'avoir toi ton retour, Claire, en tant que bénévole et Myrna en tant qu'accompagnée, du coup. Donc c'est écrit se prépare, donc elle arrive. Je crois qu'elle avait un petit souci de caméra, donc c'est pas sûr qu'on la voit, mais en tout cas on va l'entendre normalement si ça fonctionne. Donc je regarde. Le temps qu'elle arrive, je peux peut-être. Ah ben non, elle est là. Ouais, c'est bon, parfait. Bonjour. Merci Sarah. Bonjour Myrna. Merci d'être là, merci de témoigner, c'est trop cool. Pas de souci pour ta caméra qui fonctionne pas, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai des petites questions pour toi. Du coup, je vais remettre ça en grand, comme ça, voilà. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, qui tu es, comment tu as découvert l'association donc Entraide scolaire amicale et depuis combien de temps tu es suivie, accompagnée plutôt? Alors, donc je m'appelle Myrna, je suis en classe de première, donc sur le lycée général.
Et donc, je suis suivie depuis le CM1, mais j'ai changé de mentor. Donc, le dernier que j'ai, du coup, c'est Patrick. Et par contre, lui, je suis avec lui depuis 5 ans. Donc, ça fait pas mal de temps. Ah oui, quand même. Ok, Ouais, ouais. très bien. Est-ce que, pourquoi tu as choisi déjà, comment tu as trouvé l'entraide scolaire amicale? Pourquoi tu as choisi d'être accompagnée par quelqu'un? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? En fait, mes parents, ils parlent pas français. Et donc, tout de suite, en fait, ils se sont dit que on aurait forcément besoin d'aide pour les études plus tard. Et du coup, ma mère, elle a un peu cherché à droite, à gauche, mais c'est sur Internet, en fait, qu'elle a découvert. Et du coup, dès le CM1, en fait, on a commencé à être suivis. Ça nous aidait, en fait, et du coup, on a continué. Voilà. Trop bien. Bah oui, ça fait un moment du coup donc c'est que ça doit fonctionner. Enfin, j'imagine que tu as une bonne relation avec Oui, oui. ton mentor. Est-ce que tu peux nous dire, ça ressemble à quoi en fait une séance? Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une séance, mais en tout cas, quand vous vous voyez, ça ressemble à quoi? Comment ça se passe? D'abord, donc on décide de l'horaire, etc. Et du coup, en fait, je lui présente un peu ce qu'on fait en ce moment dans telle et telle matière. Et sinon, en fait, ce qui est important, c'est que c'est plus un moment d'échange que de travail. En fait, c'est vraiment pas comme en cours. C'est-à-dire que, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est pas, on n'a pas affaire à un prof, en fait. On a affaire à quelqu'un qui vient, c'est un peu comme un parrain ou une marraine, en fait, comme elle avait dit. C'est une relation vraiment spéciale. Donc, si j'ai des questions sur l'orientation ou quoi, je vais lui poser. Si, si par exemple, j'ai mal interprété quelque chose en cours ou que par exemple, j'ai un problème avec tel et tel prof, j'ai aussi lui expliqué. Et ce qui est bien aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, il nous donne, entre guillemets, les codes pour s'intégrer au début parce que parfois, ça peut être compliqué, quoi. Ouais, j'imagine, mais et du coup, c'est hyper cool que ça dure comme ça dans le temps et puis que tu aies quelqu'un sur qui t'appuyer, parce que j'imagine c'est ça en fait, c'est quelqu'un Oui, c'est ça. de confiance à qui tu peux parler. Et du coup, cette personne, elle est beaucoup en relation avec ta famille, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il parle régulièrement du coup avec ma mère et il discute de mes résultats scolaires, de ce que je veux faire plus tard, de mon amélioration, etc. Ok. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Enfin, qu'est-ce qui te plaît dans ce suivi? Et en fait, en vrai, ça m'a apporté pas mal de confiance en moi parce que c'est vrai qu'en classe, je participais pas forcément ou quoi, ou enfin, j'étais pas forcément à l'aise en fait parce que j'avais peur de dire quelque chose de mauvais ou qu'on se moque de moi ou quoi. Et le fait en fait de pouvoir échanger avec ce bénévole, et ça t'apporte une confiance en toi et donc tu es plus à l'aise en cours et du coup, tu suis beaucoup mieux et du coup, tes résultats progressent. Trop intéressant, super cool ton témoignage, Merna. Et est-ce que du coup, si tu devais recommander à d'autres jeunes, qu'est-ce que tu dirais pour recommander à d'autres jeunes de rejoindre le programme? Et en vrai, je leur dirais de le rejoindre parce que en fait, c'est vraiment une aide que tu trouveras pas nulle part, quoi. C'est un soutien c'est un soutien scolaire, mais aussi un soutien personnel, entre guillemets. Et en fait, c'est super bien de se dire que peut-être que les autres, ils ont leurs parents qui vont pouvoir les aider en rentrant. Mais moi, peut-être que si mes parents n'y arrivent pas, et justement, je demanderai à ce bénévole de m'aider dans telle ou telle matière, en fait, de savoir qu'on a quelqu'un sur qui se reposer et que du coup, la différence qu'il y aurait en fait entre nous et d'autres élèves, elle commence à diminuer jusqu'à ce que tu sentes que ça y est, t'es à l'aise, quoi. Ok. Et est-ce que du coup, tu penses que tu vas finir jusqu'à la terminale avec ce bénévole ou même un autre, ou est-ce que tu vas t'arrêter là, ou enfin, est-ce que tu veux continuer jusqu'à la terminale? Je pense que je vais continuer jusqu'à la terminale, mais par contre, ce qui est important à dire, c'est que j'ai changé de bénévole. Donc cette année, je vais pas donner son nom, mais j'étais 5 ans avec lui. Et du coup, donc on a vraiment créé une relation très forte et il m'a beaucoup apporté. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins besoin de lui parce que j'avais pris des matières scientifiques. Et donc, du coup, j'avais fait part de ce besoin à l'association. Et du coup, ils m'ont donné un autre bénévole qui, justement, m'aiderait plus dans les matières scientifiques. Du coup, je pense continuer avec ce nouveau bénévole pendant mes 2 années de lycée qui me restent. Et ensuite, on verra bien. Mais en tout cas, je pense que j'en aurai besoin pour les 2 années qui restent.
Ok, trop cool. Bah, merci beaucoup, Myrna. Y a Super pas de- témoignage, hyper intéressant et vraiment Merci à top. vous. Je te propose de rester là au cas où il y a des gens qui n'hésitez pas si vous avez des petites questions aussi bien pour Claire ou Myrna et pour Sarah. Et si ça vous va, donc merci beaucoup Claire et Myrna pour vos témoignages qui étaient hyper intéressants. D'ailleurs, j'en profite pour les gens qui nous suivent à vous demander est-ce que les témoignages que vous venez d'entendre vous donnent envie de vous lancer donc plutôt en bénévole puisque c'est le sujet du webinaire. Donc, je soumets mon vote à moi. Moi, j'ai mis oui énormément, mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de oui, il y a un peu de pourquoi pas. Je pense qu'il y a encore des personnes qui ont peut-être des doutes ou qui se posent encore des questions. Et donc, si ça vous va, je passe du coup à l'étape question, puisqu'en plus, voilà, l'heure tourne et on est presque arrivé à la fin du webinaire. Du coup, je vais commencer par lancer une première question qui est peut-être aussi bien pour Sarah que Claire, mais en gros, la question, c'est proposez-vous une formation avant le démarrage d'un mentorat? Peut-être que Sarah, tu peux commencer et après, on passera la parole à Claire. C'est justement le point que je voulais soulever tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est sûr, les bénévoles ne sont pas lâchés dans la nature. Donc, il y a une formation obligatoire au début qui est… attendez. C'est bon. Une formation obligatoire au début qui présente l'association, présente les enjeux, répond à toutes les questions aussi que peuvent se poser un certain nombre de bénévoles, répond aussi à un certain nombre de situations auxquelles ils peuvent être exposés. Donc là-dessus, c'est voilà, l'idée d'être conscient du public auquel on s'adresse. Et ensuite, tout au long de l'année, il y a des formations qui sont proposées par les âmes et qui sont facultatives. Donc, je ne pense pas dire de bêtises en disant qu'il y a presque une formation tous les soirs. Et ces formations, elles sont d'ordre très différent. C'est-à-dire que c'est des professionnels de disciplines très différentes qui interviennent. On a des psychologues, on a des anthropologues, on a des sociologues, on a des orthophonistes, on a des profs aussi parfois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas pros, mais pour le coup, on peut être aidé par des pros. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Top. Et du coup, Claire, tu as suivi, du coup, j'imagine, la formation préparatoire au tout début. Est-ce que tu as continué à en faire? Oui, j'en ai pris au moins 2, notamment une qui était intitulée Comment donner confiance à l'enfant, parce que le jeune dont je m'occupais je sentais vraiment un manque de confiance chez lui. Donc, j'ai pris quelque chose qui était assez ciblé, mais il y a des formations, en tout cas, les formations sont très bien, elles sont interactives. Je me rappelle d'une qui était donnée par une prof de théâtre, il me semble. Et voilà, elles sont bien, elles sont très très bien. Moi, j'en ai suivi plusieurs au début, aussi pour rencontrer d'autres gens et essayer de me sentir un peu plus prête à ma mission. Mais voilà, c'était très intéressant. Elles sont bien, oui. Et effectivement, on n'est pas lâché dans la nature, hein. On a un référent. S'il y a une difficulté avec l'enfant, si on voit que les parents jouent pas le jeu, qu'on n'a pas accès ou qu'on arrive, qu'on trouve porte close ou ce genre de choses, enfin voilà, on sait vers qui se tourner, hein. Ok, top. Mais c'est sûr que c'est rassurant de savoir que qu'on commence avec une base, qu'après, tout au long de notre suivi, on peut toujours se raccrocher à quelque chose. Je trouve ça rassurant quand même. Donc, top. Il y a plein de petites questions qui arrivent, donc on va essayer de toutes les prendre. Ça, je pense qu'on peut passer la parole à Sarah, qui, en gros, s'il y a des déplacements, etc., est-ce qu'il y a des assurances? Alors oui, alors l'idée, ça va être toujours de faire de toute façon signer un papier aux parents. Je peux rentrer dans le détail de ce qui est autorisé ou pas, mais pour être simple, on prend les transports publics, on n'a pas le droit d'utiliser son véhicule personnel. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses. C'est assez technique, carré, mais voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Pas de sujet majeur. Ok, top. Alors, une autre question, si le bénévole n'est pas présent toute l'année scolaire, cause de déménagements fréquents, etc., est-ce possible de s'engager quand même et si nécessaire de le faire à distance? Sarah, peut-être? C'est une question que j'ai souvent et je suis partagée, c'est-à-dire, encore une fois, il y a beaucoup d'associations et peut-être que c'est pas la nôtre qui est la mieux. En même temps, c'est toujours très, très désagréable de dire non à un bénévole sûrement très motivé qui a envie de rejoindre et qui a envie quand même de cet engagement. J'aurais tendance à dire non. Je pense que la proximité, c'est vraiment l'ADN, mais bon, je le dis avec difficulté, hein, non. Mais je pense que c'est vraiment l'ADN de notre association de chercher cette proximité, de chercher ce contact, parce qu'en fait,
tout ce que j'ai expliqué, les différents piliers sur lesquels, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ben en fait, ils peuvent pas tous se faire à distance. Créer cette relation avec les parents, essayer de se rapprocher de l'établissement scolaire, etc. C'est des choses qui sont plus compliquées. Et je pense que c'est peut-être pas le bon moment, la bonne organisation pour nous. Bah, ça, c'est sûr qu'on peut renvoyer du coup cette personne aussi sur Je veux aider. Il y a plein d'associations qui font tout type de mentorat, aussi beaucoup en ligne. Donc voilà, en tout cas, l'entraide scolaire amicale, c'est ce genre de fonctionnement. Mais du coup, si Merna, tu nous entends toujours, est-ce que en répondant à cette question, si en gros il y avait, je sais pas, ton mentor par exemple qui était pas là souvent et qui devait faire des choses à distance, est-ce que pour toi c'est différent distance et en vrai? Est-ce que tu préfères en vrai du coup? Je sais pas si Merna, tu nous entends? Ouais. Je crois que le micro est revenu. Ouais. Oui. En vrai, ça dépend du besoin, mais c'est vrai que en présentiel, c'est toujours mieux. Mais c'est vrai que parfois, par exemple, pendant le confinement, en distance, ça marchait super bien. Mais encore une fois, ça dépend du besoin. Et toi, t'aimes bien du coup être en physique, en tout cas être vraiment avec la personne, ouais. Ok. Il faut peut-être, en tout cas, déjà avoir créé une relation de confiance. Voilà, oui, quand on connaît déjà la personne, qu'on l'a vue plusieurs fois, le lien est déjà là. Donc, si ça doit se faire en visio une fois de temps en temps, mais effectivement, c'est compliqué sinon. Ok, top. Pour un suivi toutes les semaines, en effet, c'est vrai que c'est plus sympathique de le faire en vrai. Merci. Alors, je vois qu'on a dépassé un petit peu l'horaire, mais il reste une question. Alors, on va prendre quelques minutes pour répondre à la dernière question. Comment savoir s'il y a des enfants dans ma ville qui auraient besoin d'aide? La régularité et la fréquence des visites impliquent qu'il faut absolument habiter à proximité de l'enfant. J'imagine que oui. Du coup, Sarah, si tu veux répondre. Oui, alors donc sur le site de l'entraide scolaire amicale, il y a un onglet qui s'appelle Nos antennes. Et donc là-dessus, vous verrez toutes les antennes. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc là-dessus, il s'agit de prendre l'antenne la plus proche de chez vous. Donc c'est vrai que pour certains, que la régularité implique la proximité. C'est sûr que c'est pas pour rien qu'on a des bénévoles qui restent plus de 2 ans avec les mêmes enfants. Claire l'a dit tout à l'heure, en fait, au plus on simplifie les contraintes logistiques, au plus l'accompagnement il va être le moins contraignant en fait pour le bénévole. Donc oui. Et c'est aussi assez intéressant de se dire qu'on occupe le même espace que l'enfant qu'on aide et qu'en fait on n'a pas accès à la même ville, on n'a pas accès au même quartier, on se donne pas accès. Hein, j'entends par ce que je veux dire, mais donc je pense que oui, la proximité c'est important et c'est pour ça qu'on a un maillage territorial assez important et qu'on est vraiment présent dans toutes les grandes villes de France. Ok, top. Merci beaucoup. Je vois qu'on n'a plus de questions. On a fait le tour. Puis on arrive à la fin de ce webinaire. Donc déjà, je vais commencer par remercier très chaleureusement Claire et Merna d'avoir été avec nous pour ce super retour qui, en tout cas, donne envie de se lancer. Et, vos retours étaient vraiment hyper sincères et hyper top. Donc vraiment, merci d'avoir été là. Avec plaisir. Merci à vous et merci Sarah du coup d'avoir représenté si bien l'entraide scolaire amicale et j'en profite pour vous demander à vous participants et lancer le dernier petit sondage avant de vous quitter. Est-ce que ce webinaire vous a plu et a répondu à vos attentes? N'hésitez pas à mettre votre petit retour et en tout cas je vous remercie à nouveau et je vous dis peut-être à une prochaine sur jeveuxaider.gouv.fr. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Claire et merci beaucoup Merna. Et au revoir à tous. Merci Lucie, bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.